Bonsoir à toutes et à tous, chers camarades. Du coup, c'est à moi ce soir d'introduire notre débat sur l'une des questions les plus fondamentales à laquelle le Parti communiste est aujourd'hui confronté, en tout cas c'est ce que je pense. En effet, comment rompre avec le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie sans un ou des groupes sociaux résolument organisés? Pour construire le socialisme et renverser l'ordre économique existant, les organisations révolutionnaires ont donc besoin d'une base sociale clairement identifiée sur laquelle s'appuyer. Prolétariat et bourgeoisie contre la noblesse pendant la Révolution française, ou ouvriers et paysans par exemple en Russie, contre la bourgeoisie. Les alliances de classe, elles ont historiquement toujours suivi les évolutions des forces productives. L'opposition fondamentale dans la France contemporaine se situe toujours entre deux classes. Le prolétariat, c'est-à-dire la classe des travailleurs, qui est principalement composée de salariés, et les capitalistes, bourgeois et petits bourgeois. Cela ne signifie évidemment pas que rien n'a changé depuis l'époque de Karl Marx, ou même depuis ces 30 dernières années. Ça signifie simplement que c'est davantage la composition de ces classes qui a changé et qui doit être analysée, approfondie, plutôt que l'existence des classes elles-mêmes. Alors, quelle base sociale pour le Parti communiste français et la rupture avec le capitalisme aujourd'hui en France ? Vaste question, à laquelle je ne prétends évidemment pas répondre, mais j'espère au moins que je vais réussir un peu à susciter l'envie d'amorcer cette réflexion fondamentale pour nous communistes, qui aujourd'hui, à mon sens, n'avons ainsi plus vraiment de rôle historique qui est réellement affirmé et identifié. Mais pour identifier cette base sociale, encore faut-il avoir une analyse un peu précise de la structure économique française et comment elle s'insère dans le capitalisme mondialisé. Plusieurs éléments me semblent ainsi fondamentaux. D'abord, on a une concentration économique qui est très forte. C'est-à-dire que l'essentiel de l'activité économique des entreprises en France, elle est le fait d'un nombre très restreint d'entre elles. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a environ 3000 entreprises, donc ça fait 0,1% des entreprises françaises, qui portent à elles seules un quart du produit intérieur brut français. Plus de 80% des exportations, 70% de l'investissement et près de 20% de l'emploi total en France. Donc vous voyez, c'est énorme et ça dément formellement ce mythe des PME qui sont le premier employeur français. Un mythe qui est très facile à démonter et qui sont... l'INSEE fait des publications régulières là-dessus, puisque pour vous donner aussi un ordre d'idée, 96% des entreprises de taille intermédiaire, donc c'est-à-dire les entreprises qui ont entre 250 et 5000 salariés, 96% d'entre elles, en fait, elles sont sous le contrôle de groupes. 60% des salariés qui travaillent dans des PME, ils sont sous le contrôle direct d'un groupe. Vous voyez, on est très loin de l'image de la petite entreprise indépendante, que ce soit la moyenne entreprise un peu industrialisée ou la petite PME. Donc en gros, en France, 70% des salariés, donc soit 9 millions de personnes, travaillent dans une entreprise qui dépend directement d'un groupe. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'organisation économique en France, pas que évidemment, mais en France, elle repose énormément sur la sous-traitance. Ça veut dire que la majorité des entreprises, en fait, elles font appel à d'autres entreprises pour exercer une partie de leurs activités, donc elles ont des entreprises sous-traitantes. Donc, ça veut dire que ces entreprises sous-traitantes, et donc leurs salariés, elles n'appartiennent pas directement à un groupe, puisqu'elles sont partiellement indépendantes, mais en fait, par le jeu des carnets de commandes, elles sont dépendantes. Et en fait, ces stratégies de sous-traitance pour les entreprises qui sous-traitent, ça leur permet donc à la fois d'externaliser tout un tas d'activités qu'elles n'ont plus à gérer elles-mêmes directement, et aussi d'échapper à tout un certain nombre de seuils sociaux et fiscaux. Enfin, élément aussi à avoir un peu en tête, c'est qu'il y a une internationalisation du capital qui est très forte. C'est-à-dire que dans le monde, il y a 6 millions de salariés qui sont employés par des multinationales françaises, donc qui dépendent directement de la bourgeoisie française. Et inversement, en France, il y a à peu près 2 millions d'emplois qui sont sous contrôle étranger. Donc vous voyez, il y a aussi un système d'interdépendance internationale dans les tissus économiques. Donc en gros, si on résume un peu, le tissu économique français, il est structuré autour d'un nombre restreint d'entreprises, dont dépendent très souvent les autres, soit de manière directe, comme je l'ai dit, via les filiales, la filialisation, soit de manière indirecte, donc par la sous-traitance et les commandes.
Donc on a plutôt qu'un... Vous voyez, on a souvent l'image d'un tissu économique où s'exerce un peu la concurrence de manière... alors pas libre et non faussée, mais voilà, la concurrence est organisée. En fait, on a une imbrication très forte des entreprises entre elles et elles dépendent énormément les unes des autres. Alors, concernant la structure sociale en France, je vais maintenant développer des éléments qui me semblent un peu déterminants pour justement appréhender la structure de classe française. Alors d'abord, on a un recul en trompe-l'œil de la classe ouvrière. Pourquoi en trompe-l'œil ? Parce qu'en fait, donc déjà les ouvriers et plus généralement toutes les couches un peu subalternes du salariat, c'est la base sociale historique du PCF. Et ce groupe-là, ce groupe ouvrier et ces couches subalternes, elles sont en fait très loin d'avoir disparu. Donc effectivement, la baisse des ouvriers dans la structure sociale française, elle est indéniable, puisque par exemple dans les années 60, on avait environ 40% d'ouvriers, et aujourd'hui on est plutôt autour de 20%. Mais en fait 20% c'est quand même énorme, ça fait un travailleur sur 5 en France, ça fait 5,5 millions de personnes, donc c'est vraiment pas négligeable. Et également, une des idées qui court un peu souvent, c'est qu'on commencerait à rentrer dans un monde post-industriel, où l'industrie disparaîtrait progressivement de notre horizon, que les emplois vont être remplacés progressivement par les robots, etc. Enfin, c'est des idées qui sont très présentes chez une partie de la social-démocratie. En fait, cette idée, elle est totalement fausse, puisqu'en fait, les besoins industriels, ils n'ont pas du tout diminué, mais c'est qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, ces besoins industriels, ils sont assurés par des classes ouvrières étrangères. Pour vous donner aussi une idée dans le monde, il y a environ 20% de la main-d'œuvre mondiale qui travaille dans l'industrie. Ça fait environ 750 millions de personnes. Et les 3/4 des emplois industriels des multinationales françaises, ils sont à l'étranger. Donc en fait, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'en fait, le territoire français, il s'est désindustrialisé, ça c'est un fait, mais le tissu économique des entreprises françaises, il reste quand même industriel, puisque soit l'activité elle a été externalisée à l'étranger, et il y a encore quand même 20% des emplois qui sont des emplois d'ouvriers. Et donc ça, voilà. Et après cette question de l'externalisation, elle pose aussi la question évidemment de notre impérialisme, de l'impérialisme de notre bourgeoisie en France. Sur la question de ces couches un peu subalternes, donc on a évidemment les femmes qui ont toujours travaillé, mais au cours du XXe siècle, leur intégration progressive sur le marché du travail salarié, elle a majoritairement eu lieu dans le tertiaire, et donc comme employée. Ce qui a aussi accompagné la baisse statistique de la part des ouvriers en France. Évidemment, ces deux groupes de salariés, ils se ressemblent quand même un petit peu, et ça représente environ la moitié de la population active française. Donc ils appartiennent à ce qu'on appelle, ce que je disais, le salariat subalterne, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des conditions de travail proches, type réalisation de tâches usantes, que ce soit physiquement ou psychologiquement, mais aussi une organisation subie du temps de travail. Parallèlement donc à ce recul en trompe-l'œil de la classe ouvrière, on a aussi assisté à la montée des couches qualifiées du salariat. Alors ces catégories, elles ont généralement de meilleures conditions de travail, mais en fait elles subissent aussi la mise en concurrence généralisée du salariat. Donc c'est une couche de salariés qui objectivement appartient au prolétariat par son rapport à la production, mais qui dans certains cas peut avoir des intérêts proches, voire communs avec la petite bourgeoisie, ou même la bourgeoisie. Par exemple, je pense à tout ce qui est placement, patrimoine immobilier, intéressement, pratiques culturelles. Donc ces couches qualifiées du salariat, elles ont un intérêt salarial évident, une appartenance au monde du travail qu'on ne peut pas nier, mais une certaine forme d'intéressement aussi au capital, à la fois par rapport à ses revenus, mais aussi par rapport à sa domination un peu exploitée. Une question aussi qui se pose à nous, marxistes, c'est quelle place dans la lutte pour les fonctionnaires, les privés d'emploi, les retraités, les étudiants. Alors pourquoi je cite ces 4 exemples-là ? Parce qu'en fait, dans l'analyse marxiste, on définit les classes sociales par rapport à la position des individus vis-à-vis du capital. Mais en fait, vous voyez, ces groupes, ils posent question parce qu'ils ne participent pas directement à la production capitaliste. Et en fait, ils sont insérés dans des rapports d'exploitation avec le capital, sous d'autres formes que les autres salariés. Mais en fait, compte tenu de leur poids statistique, on est un peu contraint de s'interroger sur leur rôle
et éventuellement comment on les intègre à la lutte. Donc je vous l'ai dit, il y a les fonctionnaires, donc ils représentent presque 6 millions de personnes, les privés d'emploi, donc entre 2 et 3 millions de personnes, les retraités c'est presque 15 millions, les étudiants c'est environ 3 millions. Vous voyez, c'est des groupes qui ont un poids statistique très important et qui culturellement et par leurs revenus en général, pas toujours évidemment, mais en général se rattachent à la classe des travailleurs. Mais voilà, vous voyez, leur position dans la production, elle pose question. Et à mon avis, notamment pour le cas des fonctionnaires, ça mériterait une analyse plus approfondie, puisque le rôle de l'État en tant qu'employeur, à mon avis, est une thématique qu'on n'a pas forcément... en tout cas, qui mériterait en tout cas d'être actualisée, à mon avis, avec les grilles d'analyse marxistes en France. Du coup, on a une diversité objective du salariat, c'est-à-dire que il y a de nombreux éléments qui diversifient toutes celles et ceux qui aujourd'hui composent le prolétariat du XXIe siècle. Donc, avec évidemment la précarisation du monde du travail, on a effectivement une couche de salariés majoritaires qui en emploi salarié stable. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas menacée, hein, mais il y a une couche majoritaire qui est en emploi salarié stable, et une couche en dehors de cet emploi stable salarié, donc tout ce qui est chômage, contrat précaire, temps partiel subi. Et on a aussi plein d'autres logiques de diversification et de division interne à la classe des travailleurs, donc ce qui est par exemple là, c'est une liste non exhaustive évidemment, mais la qualification de l'emploi occupé, le lieu de résidence, le genre, l'origine réelle ou supposée, la génération. Et vous voyez, toutes ces logiques de découpage, en fait, elles se superposent pas et elles permettent pas vraiment d'identifier plusieurs sous-groupes spécifiques et autonomes. En tout cas, aujourd'hui, on identifie difficilement un groupe social qui est clairement identifié et moteur par les organisations révolutionnaires. Autre élément aussi, à mon avis, important, le prolétariat, il est aujourd'hui majoritairement salarié, comme je l'ai dit. Mais en fait, on assiste aussi parallèlement à une fragmentation des expériences individuelles vécues. C'est-à-dire que l'expérience salariale, elle est largement partagée dans la société. Globalement, 9 salariés sur 9, je vais y arriver, 9 travailleurs sur 10 sont salariés. Mais en fait, de par l'individualisation des carrières, qui est aussi le pendant de la fragmentation apparente du capital, tout ce qui est sous-traitance, etc., ce qu'on a évoqué avant. Donc individualisation des carrières, mais aussi individualisation de l'organisation du travail, qui est liée à la fois à l'évolution des forces productives, mais aussi à la gestion capitaliste. Donc c'est double individualisation des carrières et de l'organisation du travail. Elle est renforcée aussi par la faiblesse des organisations collectives au travail et en dehors. Et du coup, vous voyez, ça fragmente énormément les expériences individuelles qui sont vécues à la fois au travail et en dehors. Et voilà, qui peut rendre difficile la conscience de classe. Autre élément aussi qui me semble important, c'est qu'on a une petite bourgeoisie qui est assez ambivalente. Alors, contrairement aux salariés, la petite bourgeoisie, donc, globalement, on va dire les indépendants, ils possèdent une partie de leur outil de travail. Ils vendent eux-mêmes le résultat de leur travail, donc que ce soit leur production ou leur service. Et ensuite, ils maîtrisent plus ou moins l'affectation de la recette de cette vente. Donc, ils ne sont pas soumis à la précarité du contrat de travail. Mais ils peuvent être soumis à la précarité du contrat d'achat de leur production par leurs clients. Notamment, si ces clients sont peu nombreux, concentrés. Vous voyez, il y a des entreprises, elles ont clairement, je pense à des grands groupes, ils ont entre leurs mains le droit de vie et de mort sur un certain nombre d'autres plus petites entreprises. Si les carnets de commandes s'arrêtent, parce que ces petites grosses entreprises arrêtent de commander auprès d'autres, en fait, il y a certaines qui ne peuvent pas survivre. Donc, vous voyez, la situation de la petite bourgeoisie aujourd'hui en France, de par la concentration du capital, elle est un peu ambivalente. Évidemment, ça fait pas en sorte qu'il y ait les convergences entre salariés et indépendants, et donc plus généralement entre bourgeoisie et petite bourgeoisie, soient évidentes.
déjà parce qu'il y a un rapport à la propriété différent, mais bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont les mêmes intérêts, mais vous voyez, le groupe des indépendants étant hétérogène, ça veut au moins dire qu'une partie d'entre eux peut potentiellement avoir au changement révolutionnaire. Je pense notamment à un certain nombre d'agriculteurs et de petits commerçants, même si évidemment l'alliance avec la petite bourgeoisie n'est a priori pas l'alliance la plus naturelle qui soit, et sur laquelle on miserait, voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir ça en tête aussi. Enfin, on a aussi un brouillage identitaire et une peur du déclassement qui rend très difficile aujourd'hui le sentiment d'appartenance de classe. Je m'explique un peu. En fait, en France, la majorité de nos concitoyens et concitoyennes, et c'est le cas dans la plupart des pays développés, en fait, ils ont le sentiment d'appartenir à la classe moyenne. Que ça soit, t'auras raison. Mais en gros, selon les dernières enquêtes disponibles, il y a environ 60% des Français qui pensent qu'ils appartiennent à la classe moyenne. Et même parmi les plus pauvres de la population française, en fait, une statistique que j'avais trouvée intéressante, mais parmi les 20% les plus pauvres de la population, donc a priori c'est plutôt des gens qui devraient se considérer soit appartenir à la classe ouvrière, soit aux couches populaires, et bien en fait la moitié d'entre eux pensent appartenir à la classe moyenne. Donc il y a beaucoup de repères qui ne sont pas dans les consciences. Alors maintenant, que faire ? De quelles alliances on peut être nous le moteur ? Alors d'abord, première chose, pourquoi faire des alliances ? Donc que ça soit pour instaurer un rapport de force, gagner des bastions populaires, prendre le pouvoir par la force ou par les urnes, l'insistance sur l'alliance de différentes couches sociales pour une alliance de classe des exploités, ça a toujours été au cœur des pratiques révolutionnaires et donc de la stratégie de la prise du pouvoir. Après, évidemment, les contours de cette alliance et même la façon de la penser, elle a forcément évolué, et notamment, elle a évolué plusieurs fois au Parti communiste. Je pense à l'Alliance ouvrier-paysan, comme tu disais tout à l'heure, l'Alliance ouvrier-intellectuelle, le peuple de France contre les monopoles, l'Alliance des ingénieurs, cadres et techniciens avec la classe ouvrière, etc. Bref, reste à savoir aujourd'hui qui composerait cette alliance et quel sens lui donner aujourd'hui. Alors à mon sens, d'abord, en tant que révolutionnaire, on est face à une contradiction majeure à dépasser. Contradiction majeure entre la multiplication objective des expériences, des vécus et des besoins sociaux qui s'expriment dans la société, et en même temps, des dénominateurs communs indéniables à tout ce qui s'exprime. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces dénominateurs communs, c'est la concentration du capital, la concurrence généralisée, la peur du déclassement, l'expérience salariale, etc. En fait, c'est pas nouveau, mais ce à quoi on est confronté, c'est un défaut majeur de conscience de classe. Et pour moi, le défi immédiat qui est posé aux organisations révolutionnaires, il est double, et c'est une ligne de crête assez difficile à tenir. Premier enjeu, ce serait à mon avis endiguer la sous-représentation politique des couches populaires du salariat dans les organisations révolutionnaires, et je pense notamment, évidemment ici au Parti communiste, et en même temps arriver à unir l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Alors, du coup, premier enjeu, endiguer la sous-représentation politique des couches populaires du salariat. Alors, le recul de la classe ouvrière organisée, plus généralement des couches populaires dans les organisations révolutionnaires, à mon sens, c'est la conséquence logique, d'abord, de l'abandon des cellules d'entreprise, et pas que d'ailleurs, plus généralement de la réflexion de la place des organisations politiques, dont le Parti communiste, dans les entreprises qui ont évidemment changé. Et évidemment, c'est la conséquence de la casse du monde ouvrier, de ces bastions politiques et syndicaux qui a été organisée à partir des années 70. Donc, si on veut endiguer la sous-représentation politique de ces couches populaires, donc que ce soit les ouvriers, les employés, dans l'organisation, ça signifie qu'il faut travailler à leur adhésion, à leur formation, à leur mise en responsabilité, et donc d'avoir une politique volontariste à tous les niveaux de l'organisation. Ça signifie donc avoir une politique d'organisation qui est volontariste, et à mon avis aussi un aller-retour très permanent entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, par exemple, si on se dit, bon, c'est un objectif qui est de longue date, on veut s'organiser à l'entreprise. Les questions, elles sont multiples, mais il faut y réfléchir. Est-ce qu'on s'organise par site ? Est-ce qu'on s'organise par entreprise ?
Est-ce qu'on s'organise au niveau géographique? Est-ce qu'on s'organise par secteur d'activité? Est-ce qu'on part du bilan de l'implantation actuelle des communistes? Ou est-ce qu'on essaye de s'implanter dans des endroits où on est absent? Les deux. Bref, en gros, de quels objectifs on se dote et qu'est-ce qui marche pas. C'est mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont essayées sans bilan critique, ou au contraire, on essaye un peu, on voit que ça marche pas, mais on comprend pas, on n'essaye pas vraiment de comprendre pourquoi ça marche pas, ou on n'essaye pas d'autres choses une fois que ça a échoué. Vous voyez, à mon avis, ces allers-retours entre théorie et pratique pour la reconquête à l'entreprise, elle est importante. Pourquoi c'est important en fait? Parce que pour le moment, de mon expérience de militante communiste qui vaut ce qu'il vaut, mais moi ce que j'analyse en fait la reconquête des communistes à l'entreprise comme un vœu qui est trop souvent un vœu pieux, et c'est quelque chose qui est partagé à chaque congrès, on le répète à chaque congrès, c'est dans les textes de congrès, etc. Mais il n'y a pas, je trouve que cette décision n'a que trop peu de portée collective, d'écho collectif. Ce vœu, en fait, il s'ouvre, à mon avis, pour moi, d'un manque de confrontation, soit avec le terrain, comme je le disais, donc soit on n'essaye pas, soit si on essaye, il n'y a pas vraiment de retour réflexif, critique et collectif pour s'enrichir aussi mutuellement les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, à mon avis, on est dans une mauvaise dynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, globalement, on n'a pas d'objectif précis, progressif de reconquête, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou ailleurs, ça vaut pour les quartiers populaires ou même dans les territoires ruraux, etc. Et au contraire, pour moi, plus généralement, ça me semble sain de s'interroger collectivement sur nos modes d'organisation et de mise en dynamique des camarades. Pourquoi c'est sain? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que dans notre parti, les cadres du monde du travail sont aussi plus souvent cadres dans l'organisation? Et alors on peut considérer que c'est pas forcément un problème. Moi, à mon avis, j'identifie ça comme un problème d'organisation. Et ce questionnement, se demander pourquoi notre propre parti reproduit les systèmes de reproduction sociale de la société, à mon avis, ce questionnement, il est très minimisé dans notre activité quotidienne militante. Et sortir de ça, c'est une des clés, à mon avis, principales pour, d'abord nous redonner notre place originale dans le paysage politique français, puisqu'en fait, le Parti communiste, son histoire, c'est d'arriver à faire monter en direction, en responsabilité, les personnes les plus éloignées de la politique traditionnelle, disons, arriver à les mettre en avant et à les former. Mais aussi nous redonner en fait un rôle historique, parce qu'en fait organiser celles et ceux dont les intérêts sont les plus en contradiction avec le fonctionnement de la démocratie bourgeoise et avec les intérêts économiques capitalistes, c'est ça notre rôle. Et en fait aujourd'hui, si notre parti n'est pas à l'image de la société et ne fait pas en sorte de renverser la reproduction sociale de la société, alors à quoi bon prétendre qu'on peut changer le monde si notre organisation n'est pas capable de se mettre à l'image de ce qu'elle voudrait promouvoir? Donc je l'ai dit, premier enjeu, endiguer la sous-représentation donc des ouvriers, des employés à la louche dans l'organisation. Et le deuxième enjeu qui me semble très important à tenir en même temps, c'est l'union de l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Parce qu'en fait, évidemment, l'enjeu de représentation politique des couches populaires du salariat, ça ne doit pas nous faire oublier qu'il existe des intérêts matériels et moraux communs à l'ensemble des travailleurs, et notamment du salariat. Ces intérêts dépassent donc largement les frontières des catégories socio-professionnelles d'ouvriers et employés, qui sont aussi une construction statistique, donc qui vaut aussi ce qu'elle vaut. Mais ça suppose de réfléchir à la façon dont on se structure auprès des salariés, ce que j'ai dit précédemment, et dans les entreprises qui sont évidemment plus celles du XXe siècle. Aujourd'hui, elles prennent plutôt, comme je l'ai dit au tout début, la forme de grands groupes composés d'une multitude de filiales éclatées, où les détenteurs de capitaux sont largement anonymes, loin des lieux de travail. Et donc pour dépasser ces divisions entre les travailleurs, il faut miser sur l'existence de ces intérêts communs, propres à l'expérience salariale qui est largement partagée dans la société, la précarité commune de l'ensemble des salariés, de fait de la nature même du contrat de travail et de la dépendance envers le patronat, l'employeur. Ça peut être des appuis à des nouvelles alliances.
Mais du coup, ça suppose de tracer des convergences au travail, mais aussi en lien avec tout un tas d'autres domaines de la vie, à partir des intérêts communs qui sont liés à la situation de ces personnes et aussi à leurs aspirations. Donc mettre en avant l'unité objective de la classe des travailleurs, unité qui est en fait matériellement assurée parce que le contrôle de l'économie il est exercé par une poignée de grands groupes, qui sont industriels ou financiers, et de plus en plus concentrés, et là avec la crise qu'on est en train de vivre, ça va encore s'accentuer, il va y avoir énormément de relocalisation, de réorganisation du capital, et ça va toujours plus se concentrer, et du coup à mon avis, concentrer l'analyse et le discours sur les entreprises, les grands groupes, le capital financier qui domine la société, ça peut en fait faire contribuer à ce que le parti puisse faire émerger, en tout cas parmi les différents groupes de travailleurs qui ne sont pas forcément de premier abord, en tout cas pour eux, si unis, ou en tout cas qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts. En fait, on peut faire arriver à faire prendre conscience de l'unité de ces personnes, je pense. Après, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la classe ouvrière, comme je l'ai dit au début, elle n'a disparu qu'en trompe-l'œil, et elle reste aussi un repère identificatoire important pour beaucoup de monde. Reste à savoir quel groupe sera un peu moteur, et est-ce que la classe ouvrière, entre guillemets, hein, quand je dis ouvrière, c'est pas forcément les ouvriers des usines, hein, c'est au sens très large, hein, ça va beaucoup plus large que ça, hein. Mais est-ce que ce groupe-là pourra être moteur, central, et on pourra s'appuyer sur cette conscience de classe? C'est une question importante, mais à mon avis, centrer nos analyses, les propositions et nos luttes sur le cœur de l'économie que j'ai identifié au début, donc les 3000 plus grosses entreprises, ça peut être un appui, enfin, en tout cas cette conscience de classe déjà existante peut s'appuyer là-dessus. Et évidemment, centrer une bonne partie de notre discours et de nos analyses sur ces entreprises-là n'empêche pas évidemment de démontrer que c'est l'ensemble du salariat qui est pris dans un rapport d'exploitation et de domination avec le capital. Évidemment, les fonctionnaires rentrent totalement là-dedans. Donc dans un contexte où on est dans une mise en concurrence généralisée des salariés, une remise en cause des diverses protections sociales, également une exacerbation très forte des contradictions entre travail et capital. Il y a des divisions qui sont très fortes, donc, mais en fait les convergences elles sont possibles, parce que comme je l'ai dit, il y a les dénominateurs communs, ils n'ont jamais été en fait aussi grands. Et en fait, voilà, il s'agit maintenant à nous de tracer, nous révolutionnaires, de tracer ce chemin. Et pour se tenir cette ligne de crête que j'ai identifiée, donc endiguer la sous-représentation du salarié subalterne et unir les travailleurs et les travailleuses, il y a un élément qui me semble central et dont j'espère on va beaucoup discuter ce soir, qui est l'organisation. Donc voilà, je vous remercie et puis la parole est à vous. Bon, effectivement, comme Fanny, je partage le constat. La lutte des classes est toujours là et le rapport salariat-bourgeoisie est toujours une grille d'analyse absolument pertinente. Néanmoins, il faut bien analyser les difficultés qu'on connaît au travers des transformations que ce rapport de production a connues, notamment dans des périodes très récentes. Je reviens pas, non, je vais pas non plus annoncer beaucoup de chiffres, mais en gros, depuis les années 70 et ce qu'on appelle la désindustrialisation, en réponse à l'industrialisation du XIXe siècle, avec le chômage de masse, la sous-traitance de masse, nos rapports, la structuration du monde du travail a largement changé et elle s'est beaucoup atomisée. Et ça remet en cause des choses profondes pour nous-mêmes. Un exemple très concret, le mouvement ouvrier traditionnel, historique en France, s'est construit autour d'un outil de lutte. C'est preuve qui est celui de la grève. Dans les années 1860, à la période où l'AIT se fonde, en France, ce qui a fait basculer le rapport de force entre ce qu'on appelle les tendances proudhoniennes, mutualistes, avec les tendances socialistes collectivistes, dont le marxisme faisait partie, c'est justement le fait que les collectivistes disaient que la grève était l'outil permettant de l'emporter contre les capitalistes, tandis que de l'autre côté, on était sceptique vis-à-vis de ça. Il se trouve qu'ils ont montré que la grève était un outil pertinent, et c'est quelque chose qui a été vrai pendant longtemps. Nous devons bien analyser que depuis au moins une quinzaine d'années, mais on pourra monter plus loin, l'outil de lutte qui est la grève connaît des problématiques importantes et est de moins en moins, je dirais pas pertinente, mais montre moins son efficacité. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est plus difficile
de se mettre en grève compte tenu des difficultés sociales et financières que connaît le monde du travail. D'autre part, plein de catégories, en fait, appartenant objectivement au prolétariat, c'est-à-dire qu'ils vendent leur force de travail, ne peuvent pas se mettre en grève à cause de la précarité, du chômage, etc. Ou l'ubérisation, qui est un phénomène encore plus récent. On voit d'ailleurs se développer des mouvements qui, certes, n'ont pas obtenu pour l'instant de grands acquis, mais qui réussissent à se massifier, qui adoptent d'autres formes d'organisation. Par exemple, les manifestations le samedi. On a la preuve aujourd'hui. Nous avons des manifestations en France relativement importantes, je dis bien relativement. C'est une nouvelle forme de mobilisation, dont les gilets jaunes ont été une forme de paroxysme. Et il faut sortir, si vous voulez, du fétichisme folklorique et regarder ça de manière froide pour rester dans les clous de notre propre histoire. D'où d'ailleurs les questions qui se posent problème, c'est par exemple la question des cellules d'entreprise. Pourquoi le parti les a abandonnées? Parce qu'il estimait que, compte tenu de l'atomisation du monde du travail, il était plus pertinent de s'organiser en cellules du travail. On peut être pour, on peut être contre, on peut refaire le débat. C'est la décision, l'analyse qui avait été faite à l'époque. Donc, alors, pour trancher ce débat, enfin le trancher, il faudrait une analyse extrêmement longue. Il faudrait justement que le parti se mette à travailler là-dessus, sur cette transformation sociale que nous connaissons depuis des décennies, pour y répondre. Et on ne réglera pas ça ce soir. Néanmoins, de cette réflexion-là, je voudrais en conclure, en tout cas mettre en avant des réflexions pour le parti et son organisation, et je pense que Fanny a terminé là-dessus, et elle a fortement raison. En tant qu'historien, doctorant en histoire, et comme nous fêtons aussi nos 100 ans, il y a une période de l'histoire du parti que je voudrais mettre en avant et qui n'est pas la plus connue, qui est celle des années 20, qu'on a tendance à appeler la période de la bolchevisation. Souvent un peu caricaturée, où effectivement le parti avait adopté une stratégie de classe contre classe, comme vous le savez. Néanmoins, la réflexion pour le parti communiste de l'époque était la suivante, et de se dire, si on doit constituer un mouvement révolutionnaire ouvrier, majoritairement ouvrier, nous devons nous doter d'une organisation qui l'est elle-même, elle aussi, statutairement et organiquement. Avait été pris à l'époque des mesures telles que faire en sorte que statutairement, au moins 50% du comité central, anciennement, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil national, soit composé d'ouvriers. C'était dans les statuts. Il se trouve que dans notre parti, depuis les années 70, dans les années 70, le parti, sous la période de l'union de la gauche et du programme commun, le parti est passé de 400 000 à 700 000 adhérents. On avait fait 300 000 adhésions sous la période du programme commun. Et la majorité de ces adhérents n'étaient pas des ouvriers. C'était souvent des enfants d'ouvriers, mais c'était ces jeunes qui étaient issus de classe sociale populaire, mais qui avaient pu, en tout cas, un petit peu monter dans la hiérarchie sociale. Souvent, effectivement, des professeurs, des fonctionnaires, etc. La classe ouvrière, dans les années 80, a un petit peu, en tout cas tendanciellement, quitté notre parti. Elle est moins importante. La classe moyenne, ce qu'on appelle, entre guillemets, la classe moyenne, c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, n'ont pas forcément, eux, non plus trouvé de quoi s'épanouir dans ce parti. Et en fait, on a une mutation sociale dans notre parti, où en plus le fait que nous soyons devenus un parti qui n'est plus hégémonique à gauche et qui, pendant des années, ne savait pas stratégiquement quelle ligne adopter et restait dans l'union de la gauche et a donc suivi le PS dans ses aventures. En gros, il faut dire la vérité, notre parti a suivi les mêmes dérives que le PS d'un point de vue organisationnel. Nous nous sommes professionnalisés. Nous sommes aujourd'hui un syndicat d'élus. C'est un terrible constat que je porte. Peut-être que certains ne sont pas d'accord avec ça. Je suis prêt à ce qu'on en débatte. C'est le constat que je fais aujourd'hui. Beaucoup de nos adhérents sont là parce qu'ils sont des élus et ce sont les élus qui dirigent notre parti. Et je pense que c'est un problème pour justement réussir à représenter la base sociale que nous prétendons défendre. Et il faut donc réaliser ça. Alors, faut-il rebolcheviser notre parti tel qu'on l'avait fait dans les années 20 ? Peut-être pas aller jusque-là. Je ne suis pas pour qu'on remette des statutaires avec des quotas. Mais on peut se poser quelques questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un CN qui soit représentatif de la base sociale que nous prétendons défendre ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Par exemple, on pourrait mettre en place quelques règles, justement, d'arrêter le cumul de mandats entre être un élu, avec des responsabilités dans sa municipalité, dans sa région, dans son département, ou au sein de l'ANECR, et être un cadre politique. On pourrait faire une séparation. Il ne pourrait plus être possible d'être à la fois secrétaire fédéral et élu. Par exemple, c'est une réflexion peut-être avancée. Et aussi, je crois qu'à la fin, aussi, ce qui est important, c'est de remettre en place des structures de formation. Nous n'avons plus au PCF de structures de formation, il n'y a plus de formation. Et on ne peut pas s'étonner des dérives idéologiques que nous connaissons dans notre parti et de l'opportunisme aussi politique de certains de nos élus, dans la mesure où ils ne trouvent pas leur bonheur dans notre parti et ils vont chercher leur bonheur ailleurs, avec toutes les tragédies qu'on peut connaître. Voici quelques réflexions que je vous souhaiterais mettre en avant et mettre au centre du débat. Merci à vous.
si le parti est faible, bah de fait, les forces les plus dynamiques que nous avons, nous les mettons en situation de responsabilité, nous leur demandons d'être élus. Et si le parti est faible aujourd'hui, par contre, ce n'est pas à cause de ses élus. Les élus peuvent dévier, ils peuvent peser ceci et cela. Si le parti est faible aujourd'hui, ça a été dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, Fanny l'a notamment dit dans son introduction et je la remercie, c'est parce qu'on n'a pas aujourd'hui de projet de société clair. On n'a pas aujourd'hui de proposition à notre population crédible. C'est pour ça aujourd'hui que le Parti communiste est très faible. Il faut se le dire tranquillement. Mais quand on parle de la faiblesse du parti, je dis aussi une chose, c'est qu'il faut qu'on regarde l'histoire. Je ne suis pas historien, je ne suis pas académicien comme pas mal de gens qui ont pu parler avant et qui vont parler après. Mais je sais aussi une chose, c'est que le Parti communiste français n'a jamais été fort en temps de grande crise. Regardez l'histoire et vous verrez que nous avons été forts. Non, très clairement, vous verrez. Fanny est statisticienne, donc on va sortir les chiffres. Vous allez regarder le nombre d'adhérents du parti et vous allez regarder quelque chose de très simple à voir. Dans toute l'histoire du parti, le parti est fort juste après les crises ou juste avant les crises où ça va plus ou moins bien. Par contre, ce qui nous pousse à quelque chose de très concret. Ça veut dire que si le Parti communiste français est devenu très populaire, c'est parce qu'il a réussi en temps de crise à résister à la crise, à trouver des alternatives et surtout, Kevin, on m'entend ou pas? Oui, d'accord. Et je vais m'arrêter rapidement. C'est parce que le Parti communiste a été source de propositions, source de résistance. Et à partir de ce moment-là, le Parti communiste français, il a pu tenir le bon bout pour devenir un parti populaire aux yeux des masses populaires et surtout engendrer des propositions alternatives pour jouer la gouvernance et le pouvoir. Et ça, c'est assez important de pouvoir le dire. C'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de construire un projet de société, des propositions claires, audibles par la population et par les salariés, en tous les cas par les travailleurs en soi. Mais à partir de là où on se dit ça, il va falloir effectivement se poser la question de quelle base sociale. Il me semble que c'est le sujet du débat. Quelle base sociale, j'ai envie de dire, avec un parti qui fait aussi peu de voix, aujourd'hui, il faut surtout à court terme qu'on s'organise là où on peut. Il y a des choses qui ont été dites très intéressantes et très importantes par Yvan avec l'évolution des micro-entreprises, avec l'évolution aujourd'hui grâce à la révolution informationnelle. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le monde du salariat. Il faut qu'on s'organise surtout là où on peut. Et là où on peut, il faut se le dire très tranquillement, c'est aujourd'hui les services publics, c'est aujourd'hui les grosses boîtes où on a encore la chance et le moyen de pouvoir croiser plusieurs salariés. Et par la suite, il faut s'organiser à l'intérieur, je ne parle pas que des entreprises, à l'intérieur de ce monde salarial pour pouvoir proposer des idées, des alternatives avec des objectifs clairs sur le reste de la France. Mais paradoxe, on n'est pas un paradoxe près. Je dis aussi un élément qui est peut-être qui est à analyser, c'est qu'aujourd'hui, les endroits où le Parti communiste français est le plus fort, c'est des endroits où le Parti communiste français tient des villes, on va dire, qui sont les plus populaires, les plus ouvrières. Et quand on constate, par exemple, une ville comme la mienne, Bonneuil-sur-Marne, on a plus de 1200, 1300 entreprises, il y a plus de 10 000 salariés qui rentrent dans la ville chaque jour. Eh bien, vous savez quoi? On n'est pas organisé dans ces entreprises-là. Et pourtant, j'ai envie de dire, on essaie. Hein, ça fait des décennies que les tentatives sont faites, mais on n'y arrive pas. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas parce que le parti a cessé de s'organiser en cellule d'entreprise, ce n'est pas parce que, là pour le coup, il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent Bonneuil, vous savez qu'on se démène quand même pour aller voir les boîtes chez nous, notamment au port de Bonneuil et ailleurs, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à rentrer dans les entreprises ni à nous organiser. Pourtant, on envoie du monde. À 6 heures du mat, à 3 heures du mat, à 4 heures du mat, à 17 heures, on envoie du monde. Mais ça ne marche pas. Par contre,
on arrive à nous organiser par des exemples concrets dans notre ville. Et dans notre ville, il est tout à fait aisé de constater que c'est une ville plutôt ouvrière, c'est une ville plutôt populaire, et c'est une ville où plutôt on constate par exemple que les hospitaliers sont nombreux. On constate que les postiers sont assez nombreux. Et on arrive à s'organiser auprès de ces gens-là, sans par contre nous organiser dans ces entreprises. Eh bien, il y a un paradoxe sur lequel il faut travailler à partir des exemples concrets où les gens entendent que ce que nous faisons, ce que nous construisons, c'est d'abord pour leur bien. Et surtout, ils constatent qu'on est au-delà des intérêts plus, mais surtout l'intérêt général. Mais surtout, on mène une lutte qui fait en sorte que nous travaillons à la conscience des classes de nos travailleurs, de nos habitants, de nos concitoyens. Eh bien, pour ça, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai envie de dire, avant de rentrer dans l'ouvriérisme, tout ça, n'oubliez pas non plus que ni Marx, ni Engels, ni d'ailleurs Lénine n'ont pas été des grands prolétaires, ni enfants de prolétaires, mais aussi parce que tout simplement, ils ont réfléchi à la question du prolétariat et des travailleurs. Travaillant aujourd'hui, et Yvon l'a dit, et je pense que c'est très important, moi je le conçois un peu comme un fil conducteur en tous les cas à mon sens, travaillant la question aujourd'hui du travail et quel est le sens du travail dans le monde, mais aussi dans notre pays. Et comment on organise la question surtout des exploités dans le monde. Et ça ne passe pas que par l'entreprise, ceci soit bien entendu. Et là, je m'arrête tout de suite parce que je sens que les 5 minutes sont déjà dépassées et je préfère me taire. Voilà, merci. Moi, je voulais revenir sur du coup la conclusion de Fanny sur les enjeux de l'organisation, où pour le coup, à mon avis, c'est aussi le débat qu'on doit avoir ce soir, et c'est peut-être même le cœur du débat, c'est quels moyens on se donne pour réussir à reconquérir cette base sociale qui nous manque. Et du coup, ces enjeux, pour moi, ils se situent à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la politique de formation qu'on sera en capacité de mettre en œuvre. Et pas que de formation a priori, mais également de débat. Je crois que moi, ces débats du samedi soir m'ont bien plus appris que certaines formations que j'ai eu l'occasion de suivre dans le parti. Et je crois que vraiment, on a besoin de ces temps d'échange à tous les niveaux de la vie militante, j'ai envie de dire. Parce qu'on a tendance à former les nouveaux adhérents, on a tendance à former les cadres, mais on a souvent tendance à oublier le militant qui vient aux AG de section et qui prend pas plus de responsabilités que ça. Et donc, comment on se donne les moyens aussi de faire travailler tous les communistes autour d'enjeux fondamentaux. Il y a également la politique des cadres. Je crois que le débat est venu sur la question des élus, mais je crois que ça ne se pose pas que comme ça. C'est comment on travaille aussi au renouvellement des cadres. Moi, aujourd'hui, je me retrouve élue dans la 7e ville de France, un peu par la force des choses, entre autres, mais parce qu'on arrive à un moment de renouvellement de génération, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément été en capacité d'anticiper à un moment, et qu'il nous faut anticiper. De la même manière qu'il ne faut pas faire d'ouvriérisme, il faut faire attention à ne pas faire de jeunisme non plus. Et c'est quelque chose qu'on a assez tendance à faire dans le parti, et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ces questions-là, et que c'est vraiment une question qu'il nous faudra traiter également au prochain congrès. Et cet enjeu d'organisation, il passe aussi et d'abord, et c'est pas mal venu avec la question des cellules d'entreprise, mais sur la structuration et notre capacité à se structurer au plus près des salariés. On a parfois tenté à certains endroits, et c'est venu beaucoup dans le débat, de recréer des cellules d'entreprise. On a parfois eu du mal, on s'est souvent heurté à des murs. On s'est souvent heurté aussi au débat sur est-ce qu'on n'est pas en train de prendre la place du syndicat, ou comment on fait pour que on ne devienne pas des super militants syndicaux dans l'entreprise, mais bien des militants politiques. Et je crois que ça passe aussi par la question du coup des cellules, pas forcément d'entreprise, mais du coup des cellules de territoire au plus près des gens, pour commencer à les impliquer dans la discussion, et l'implication des salariés peut aussi passer par là. Et évidemment, tous ces enjeux, ils vont dans le sens de l'enjeu numéro 1, qui est l'enjeu du renforcement, je crois, et de comment on se donne les moyens de reconstruire un grand parti qui regroupe plein de monde. Mais tous ces enjeux d'organisation, je crois qu'on ne sera pas en capacité d'y répondre et d'arriver à des solutions et d'aboutir complètement tant qu'on n'aura pas avancé sur notre clarté politique.
Et je crois que c'était vraiment l'enjeu des débats qu'on a eus ces derniers temps, et notamment du premier. Mais je crois qu'on a besoin d'un parti qui s'identifie clairement auprès des salariés et qui ne se contente pas de propositions simplement syndicales ou des propositions mollement syndicales bis et où finalement on a tendance à échouer. Et pour le coup, je pense qu'il y a nécessité aussi pour intéresser les salariés qui ne voient pas toujours l'intérêt de venir dans un parti politique alors qu'ils militent déjà dans d'autres organisations. Je pense qu'on a besoin de poser clairement du coup la nécessité de la rupture, ces enjeux, qu'est-ce qui se cache derrière la rupture et surtout comment on travaille collectivement à un projet de société. Et donc je pense que pour moi, c'est tous ces ingrédients-là qui nous permettront de travailler à notre base, à la base dont on a besoin. Merci. Une petite remarque quand Fanny a dit que la conscience de classe était faible en France. Je suis pas forcément d'accord. Je dis ça après avoir participé à un nombre incalculable de manifestations avec les Gilets jaunes. Il y a une conscience de classe forte en France qui s'exprime dans un langage qui n'est pas le nôtre en fait. On parle de peuple contre les élites. On parle des dirigeants, des puissants, etc. C'est mal défini, c'est un peu incertain parfois. Parfois, c'est un peu à côté de la plaque en apparence, mais il y a comme une conscience des petits contre les grands, qu'il y a quelque chose, que l'argent domine. Et je pense que cette conscience de classe, à mesure qu'on discute avec des gens précaires, ouvriers, petits employés, ce qu'on aurait appelé à une époque le prolétariat, c'est quelque chose qui est très fort, très marqué, encore aujourd'hui. Si on a l'impression peut-être que ça n'existe plus, c'est qu'on parle plus à ces gens en fait. Même physiquement, on parle aux couches intermédiaires, couches moyennes, on les appelle comme on veut. Ensuite, pour revenir un peu plus au débat, mais là vous me corrigerez si je dis une bêtise, j'ai pas l'impression que Marx dit que on doit se reposer sur le prolétariat pour faire la révolution. Marx dit, je crois que le prolétariat est le mieux placé pour faire la révolution d'une part, et qu'il a tout intérêt à ce que la révolution ait lieu. C'est comme ça en tout cas que je le vois. Le constat qui a été fait ensuite par Baptiste, c'est qu'il y a eu la question de la grève. Et la grève a été posée comme un moyen qui est efficace, et en étant efficace, il prouvait justement que les travailleurs, les ouvriers, le prolétariat avaient cette place centrale dans le capitalisme et qui pouvait même le renverser. L'histoire nous montrera qu'en Russie soviétique, c'est une alliance de classes bien plus large qui a renversé le pouvoir tsariste pour mettre en place le communisme. Ensuite, en France, en particulier vu que c'est notre pays, cela fait maintenant depuis les années 70 que le patronat s'est posé une question simple: comment éviter un nouveau mai 68 ? Un mai 68 plus grand, plus large, qui pourrait renverser le capitalisme. Et c'est donc pour ça que j'ai aimé que Fanny rappelle comment le capitalisme a évolué depuis, avec le rôle de la sous-traitance, l'explosion des bastions syndicaux en multiples entreprises, dépendant les unes des autres par des relations de clients à fournisseurs, les délocalisations, l'ouverture des frontières aux capitaux, aux travailleurs et aux marchandises. On revient encore une fois sur le rôle de l'Union européenne. Et ce qui fait qu'on a désarmé cette classe qui pouvait agir par la grève. On a désarmé entièrement cette classe. Et c'est pour ça que la grève aujourd'hui fonctionne peu, fonctionne, en tout cas c'est comme ça que je le vois, plutôt chez des gens qui sont encore aujourd'hui fonctionnaires peut-être, et que on retrouve encore quelques bastions dans certaines entreprises totalement passées sous silence et dont l'effet des grèves est invisible. Je n'oserais pas reprendre Sarkozy. Donc, la question de la classe révolutionnaire pertinente est très compliquée aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai la réponse pour vous dire laquelle est pertinente. Ce que je remarque aussi, c'est que la conséquence de cela, c'est que la bourgeoisie, qui aujourd'hui agit au niveau international, a ses intérêts propres qui sont totalement séparés de la condition ouvrière. Ils peuvent s'en passer. Et c'est ça qui nous fait rentrer progressivement dans un monde dangereux, c'est que si la bourgeoisie peut se passer des ouvriers et leurs conditions de vie, c'est toute la démocratie qui peut être mise en cause. Déjà que les ouvriers ne votent plus beaucoup, se sont rejetés dans l'abstention. En plus de ça, ils peuvent plus faire pression sur la bourgeoisie pour que celle-ci fasse une politique ayant sa faveur.
L'une des conséquences peut-être de cela, c'est que certains se disent que la seule façon de faire bouger les choses, c'est de descendre dans les rues de Paris et tout casser. C'est comme ça que j'analyse en tout cas le mouvement des Gilets jaunes. Il reste ensuite une nouvelle couche sociale qui est apparue, que je vais appeler, qu'on peut appeler couche moyenne, couche intermédiaire, qui possède ce qu'on pourrait appeler un capital immatériel. Son rapport de force avec le patronat, avec la bourgeoisie existe, il y a une lutte des classes, mais qui est différente parce que il possède une instruction, il possède une connaissance de l'éducation, etc., qui leur permet de trouver un emploi dans un rapport de force favorable avec le patronat. Je ne sais pas si j'exprime parfaitement bien. Moi, par exemple, je suis ingénieur dans l'informatique, c'est quelque chose que je constate assez facilement. C'est très compliqué de syndiquer des jeunes informaticiens, parce que si ça va pas avec le patron, ils vont aller voir ailleurs et avoir une augmentation en prime. Le rapport de force n'est pas inversé, mais il est en faveur des salariés. Ceci fait que il y a un alignement des intérêts d'une façon ou d'une autre, ce que Lordon appellerait le co-alignement pour le reprendre, donc des intérêts de ces couches intermédiaires avec la bourgeoisie, qu'ils le veuillent ou non. Sauf qu'on a vu, on en a parlé, ces couches intermédiaires ont repris l'essentiel des postes des partis de gauche aujourd'hui. Donc d'une certaine façon, volontairement ou involontairement, la plupart d'entre eux défendent leurs intérêts. Après avoir dit tout ça, ça me fait dire que les forces les plus révolutionnaires aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, parce que s'ils arrêtent de bosser, on meurt de faim. Les routiers, s'ils arrêtent de rouler, le pays est bloqué, le capitalisme tombe. Et c'est ça que j'ai aimé chez les Gilets jaunes, pour en parler une dernière fois, c'est vouloir bloquer les routes. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que ça, bloquer le flux ininterrompu des camions. Je trouvais ça très fort. Et la police. Parce que si la police vous dit zut, ben elle laisse les manifestants tester la porte de l'Élysée. C'est la plus grande force révolutionnaire du pays. Ils peuvent mettre qui veulent au pouvoir s'ils le souhaitent. Ont-ils intérêt? Non. Ensuite, c'est quelques réflexions qu'on peut apporter. Il y a la question géographique, parce que le capitalisme, les entreprises sont dans une géographie donnée, les ouvriers, etc. On voit beaucoup un discours qui se développe entre les campagnes et les villes, un discours qui est parfois utilisé à l'extrême droite et qui essaie d'ailleurs qu'un discours piégeux parce qu'il veut faire croire que tout va bien dans les cités et qu'elles sont inondées d'argent public, ce qui n'est pas forcément vrai. Cette opposition en fait qui existe, opposition qui échappe probablement au Parti communiste. J'ai grandi au centre de la Bretagne, je n'ai jamais vu un communiste de ma vie là-bas. Voilà. Ensuite, c'est une réflexion qu'on avait eue à la Défense, où on essayait de tracter au pied des entreprises. C'est en effet, il ne faut pas que le parti soit un syndicat bis. Je pense que son rôle, c'est de justement essayer de dépasser les questions purement revendicatives, on va dire les questions du quotidien, pour les remettre dans un contexte global. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Bon, je suis désolée, ça va pas du tout être une intervention d'analyse, mais un témoignage qui peut-être même est assez anecdotique. Donc c'est comment nous, à Belfort, on a réussi à reprendre pied dans l'entreprise. Donc simplement, mon département, c'est un tout petit département de 143 000 habitants. Où le Parti communiste a toujours été historiquement faible. Mes camarades me disent que même quand il y avait les gros scores nationaux, nous, dans le département, on était toujours en bas, en dessous. La fédération, elle s'était évidemment construite autour d'Alstom et de ses ouvriers, avec les cellules d'entreprise, etc. Et moi, quand je suis arrivée avec le dernier congrès là, au secrétariat de la Fédé, on n'avait plus aucun salarié d'Alstom militant du Parti communiste. Et aujourd'hui, on a une dynamique d'adhésion, on a réussi à reprendre pied dans l'entreprise. Alors, comment on a fait? Bon, bah, vous le savez, Alstom, General Electric, ça a pas mal fait l'actualité et on est dans des successions de plans sociaux.
Ce qu'on a fait, c'est évidemment soutenir toutes les luttes. On a apporté des aides concrètes aux syndicalistes CGT, notamment par des rédactions d'argumentaires politiques, des discussions téléphoniques. On les a aidés à comprendre, à faire l'analyse de ce qui leur arrivait. Ils étaient déjà quand même sur les grands enjeux de filière énergétique, donc ils étaient quand même déjà assez politisés. C'est des syndicalistes qui étaient pas, qui sont pas, qui font un syndicalisme dans leur entreprise de conditions de travail, etc. Mais qui ont déjà des notions sur la filière. Donc le dialogue a quand même été très facile. Peut-être que ce qui a permis de briser la glace et la défiance, c'est aussi que nous, on a quasiment plus d'élus dans le département. C'est un département qui est complètement passé à droite en 2014-2015. La ville de Belfort, le département. Et on a encore 3 élus qui sont même pas à Belfort. Donc on n'était pas soupçonné de venir faire de l'instrumentalisation ou de la récupération. Donc peut-être que ça a facilité. On les a fait venir à la fête de l'UMA l'année dernière. On a fait un débat sur leur activité, leur entreprise. Voilà. Et maintenant, ils sont adhérents, militants. Ils sont dans la Fédé. Ils viennent. Ils sont dans les délégations qu'on emmène au comité régional. Le futur congrès, je leur proposerai évidemment d'en être. Et du coup, nos débats, nos discussions de la fédération, maintenant, on parle tout le temps du monde du travail, des préoccupations des salariés de l'entreprise. J'ajoute aussi que c'est des camarades qui ont été contents dans le parti de rencontrer d'autres métiers. Moi, je suis prof. Il y a des camarades aussi qui s'intéressent à la culture, à l'enseignement. Et pour eux, ça a été aussi une ouverture quelque part de sortir de l'usine. Bon, il y a quelque chose qui a bien fonctionné et je pense qui est pérenne. Voilà. Donc, je vous dis, je fais pas de l'analyse là. Les limites pour le moment, c'est qu'on n'arrive pas encore à toucher des salariés qui sont pas dans le syndicat CGT. Voilà, on est dans une période compliquée avec le confinement et puis cette succession de PSE qui met quand même tout le temps les syndicalistes dans l'urgence d'analyser les PSE, de construire des mobilisations, des luttes. Voilà, donc ils sont quand même très très pris. Et chez les salariés, c'est quand même la chape de plomb parce que ils se demandent comment on peut vraiment franchement lutter contre une entreprise comme General Electric qui veut quitter la France. Voilà, donc il y a beaucoup de résignation et de fatalisme. Et là, de ce point de vue, on n'a pas encore trouvé la solution. Et du coup, comme voilà, donc je n'en dis pas plus sur ce petit témoignage. Vous en ferez voilà ce que vous voulez. Mais donc quand même dans un contexte de lutte sociale, avec une présence du parti constante et en soutien et avec des grandes perspectives, des grandes analyses et des grandes perspectives politiques. Bon, nous à Belfort, on a réussi à reprendre pied dans l'entreprise, à avoir une dynamique d'adhésion. Et je voulais juste réagir du coup à une des premières interventions là de Baptiste, je crois, sur la question des moyens de lutte. Moi, je suis enseignante, j'ai beaucoup été dans les assemblées générales de lutte contre le mouvement des retraites l'année dernière, et puis d'autres d'ailleurs qui agitent le monde enseignant. Et je remarque, et d'ailleurs quand j'observe aussi les luttes dans General Electric, je remarque que très souvent le débat c'est quels sont les moyens de lutte. Effectivement, l'idée que la grève ne serait plus efficace arrive sans arrêt, et donc on passe notre temps, au lieu de réfléchir à analyser ce qui nous arrive et puis à construire les contre-propositions et l'alternative, on passe notre temps à se demander comment il faut lutter, parce que la grève ne serait plus efficace. Bon, alors j'ai bien entendu le problème de la grève dans le salariat hyper précarisé chez les intérimaires, etc. Mais moi, je crois quand même que la grève de masse, ça reste le moyen de lutte du salariat. Et je pense que nous, on a à le réaffirmer un petit peu partout, justement pour lever les doutes sur les moyens de pression qu'on a. La grève demeure efficace quand elle est massivement suivie.
Et juste toujours sur le mode anecdotique, il n'y a pas que des ouvriers dont les emplois sont supprimés. Il y a beaucoup des ingénieurs. Nous, ce qu'on voit avec General Electric, maintenant c'est carrément l'ingénierie qui part en Inde, qui part en Chine. Donc les ingénieurs sont confrontés aussi à des suppressions d'emplois, à la question de leur résistance et de leurs moyens de lutte. Et il y a quelques jours, là, les ingénieurs de General Electric, de l'entité hydraulique, qui doit être supprimée et dont les emplois vont être fermés, se sont mis en télégrève. Donc, parce qu'ils sont en télétravail, ils ont fait une télégrève. Et voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle que des ingénieurs, et souvent d'ailleurs des chefs de projet, voilà, vraiment de l'encadrement, se disent que leur moyen d'action, c'était la grève. Et ça répond d'ailleurs à la grève qui a lieu en ce moment à Villeurbanne, chez les General Electric, aussi entité réseau. Voilà, c'est tout. Juste une remarque, moi, je partage ce qu'a dit Muriel sur la grève. Quand même, j'avais une expérience au début des Gilets jaunes sur Vénissieux. On en avait plusieurs, enfin deux qui étaient délégués CGT dans la chimie, un notamment qui parlait beaucoup. Et dans les discussions qu'on a eues, en gros, qui nous disait « Moi, j'ai choisi de faire les Gilets jaunes parce que c'est trop dur dans la boîte de lutter. » Et samedi dernier, il y en avait un dans la manif qui affirmait très fortement « Ça fait 2 ans qu'on se fait gazer, mais on va continuer ». Sauf que ça fait 2 ans qu'il se fait gazer et il n'a pas ébranlé d'un poil le capitalisme de mon point de vue. Et que si en plus il l'a fait parce que c'était trop dur dans la boîte et qu'il a laissé tomber le syndicat dans la boîte, ben il s'est pas renforcé du tout. C'est juste une remarque au passage. Après, il y a une deuxième petite remarque, c'est que j'ai noté qu'on était au moins 4 informaticiens ce soir. Donc il y a peut-être un signe ou quelque chose qu'il faut regarder, d'ailleurs qui est intéressant quand même, parce qu'on a dit, Yvan ou Jean-Claude l'a repris, l'importance que ça prenait peut-être comme un facteur d'unification de beaucoup de conditions de travail. Donc c'est pas anodin qu'on soit 4 ce soir. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que cette question, la base sociale du parti et qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière aujourd'hui, c'est quand même un vieux débat. Faut pas oublier que c'est un très vieux débat et que ce soit sur la question des OS dans les années 70 ou dans les années 80, dans toutes les débats où le parti était confronté à ces contradictions, à ces difficultés et qui ont produit finalement les transformations du parti qu'on connaît, c'est des débats qu'on comptait. Et moi, la question que je me posais, c'était pourquoi on se pose cette question aujourd'hui ? Et je pense qu'il y aurait une erreur de penser que c'est parce que nos difficultés viendraient des transformations du travail. En quelque sorte, on se serait affaibli parce que le capital a restructuré le travail. Mais je ne suis pas un spécialiste ni d'histoire, ni de sociologie, ni de machin, mais quand même, est-ce qu'on est sûr que le mouvement ouvrier s'est construit dans des grandes usines ? Eh bien, pour moi, regardez un tout petit peu ce sujet, parce que j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie comme informaticien, mais quand même dans beaucoup d'entreprises différentes. L'automobile dans les années 30, dans la région parisienne, c'était une production disséminée dans de très nombreux sites, avec beaucoup de travail individuel, avant que ne se développe la ligne de production fordiste. Et donc, l'émiettement de la production qu'on connaît aujourd'hui avec la sous-traitance et jusqu'à l'auto-entrepreneur, ça nous met dans une situation qui est peut-être plus proche de celle des débuts de l'industrialisation que de celle des 30 Glorieuses. Or, c'est justement ces débuts de l'industrialisation qui ont été le début du mouvement ouvrier. Et donc, en tout cas, du point de vue des rapports sociaux de production, c'est pas nécessairement cet émiettement qui serait la cause de notre affaiblissement. En tout cas, j'ai un gros doute. Alors, quand je fais le parallèle, c'est sûr que les rapports sociaux de production sont sans doute proches. Par contre, le système technique de production, il n'a évidemment plus rien à voir avec celui du 19e, comme l'a dit Yvan. Alors, bien sûr, les transformations, les restructurations, elles bousculent les organisations syndicales, mais de tout temps, il y a eu des capacités à s'implanter dans de nouveaux secteurs. Je reprenais le débat des OS tout à l'heure. Le parti qui était un parti d'ouvriers qualifiés, il a eu dans les années 70 des efforts, des débats pour savoir comment on s'organise chez les OS de l'automobile. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Et aujourd'hui, il y a des expériences positives d'organisation des ubérisés de la distribution, des syndicats chez McDo. On est évidemment très loin de ce qu'il faudrait.
Mais moi, je pense que la question quand même première, c'est est-ce qu'on fait le choix stratégique de consacrer nos forces à reconstruire une organisation dans le monde du travail. Et c'est cette volonté stratégique qui est déterminante. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce qu'a dit Muriel est très important, parce que le plus important pour nous, c'est de partir d'abord des expériences concrètes. C'est-à-dire, où c'est qu'on a essayé, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi on n'y arrive pas. Voilà. Muriel, elle a dit qu'ils y arrivaient à Belfort. Je vais vous dire franchement, plus tardivement, mais on essaye de le faire à Villeurbanne. C'est vraiment, faut se dire, c'est très difficile. Moi, j'en tirerai une conclusion de toute façon, c'est qu'il faut se dire aussi que c'est pas un truc, il y a pas de recette magique. Donc, si on veut le faire, il faut le faire de manière tenace, déterminé et suivi, quoi. Et parce que on est quand même un peu les spécialistes de faire des coups comme ça et puis de changer de sujet. Donc pour moi, voilà. Et donc le problème de la base sociale du parti, pour moi, c'est d'abord cette question politique de qu'est-ce qu'on propose à ceux qui, dans leur grande diversité, sont en mouvement, que ce soit des General Electric, aux aides-soignantes ou aux livreurs des livreaux. Et donc, de ce point de vue, le copain de Benoît avait raison. Il y a beaucoup d'endroits où on essaye d'être en contact avec les entreprises et où c'est difficile. Donc, je crois que c'est de ça qu'il faudrait d'abord discuter. Et donc, je conclue en me disant qu'il me semble il y a deux problèmes. Un qui a déjà bien été évoqué, que je résume. Il faut qu'on fasse entendre un discours, une analyse de la société, un projet de rupture politique. Jean-Claude a dit de révolution. Moi, je pense qu'il faut dire un changement de société quand même, mais bon, voilà. Mais la deuxième chose, c'est est-ce qu'on propose à ceux qui luttent de s'organiser de manière utile pour eux. Moi, c'est un aspect quand même qui me préoccupe. Qu'est-ce qu'on a à proposer concrètement qui soit utile au développement des luttes? Sur le projet de société, sur le socialisme, on a beaucoup de choses en magasin, mais par contre, en quoi on peut être utile? Moi, il y a une question concrète. Et aujourd'hui, l'UMA n'est pas un journal du parti qui nous aiderait à développer le lien politique dans les luttes. Quand je vais à General Electric à Villeurbanne avec les copains de Villeurbanne, ben je peux pas dire dans une semaine j'y retourne avec une UMA qui contient un article qui parle de ce qu'on a fait devant General Electric. C'est impossible aujourd'hui. Donc voilà. Mais après il y a des questions d'organisation, il y en a plein. Moi je pense que sur tout l'aspect du numérique, la manière dont les militants aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux. Moi, chaque fois que je vois une pétition de la CGT qui est sur change.org, ça m'énerve. Voilà, je me dis, on se fait couillonner quand même. Putain, il y a quand même des sujets comme ça où on peut de manière déterminée se donner des outils qu'on met au service des luttes et on reprendrait un rapport à ceux qui luttent qui soit concret et utile. Au niveau de la direction du parti, il y a encore une direction bicéphale, il y a encore une hésitation. Mais comme le disaient certains camarades, personne ne nous interdit de créer une cellule d'entreprise. Personne ne nous interdit, et les camarades de Benoît l'ont expliqué aussi, personne nous interdit d'aller de manière pugnace, régulièrement, devant la même entreprise ou devant les mêmes entreprises, porter un même discours, qui est le discours que je viens un petit peu de tracer là quand même. Hein. C'est un discours de contestation du capital. Nous ne sommes pas un coût, nous sommes des producteurs de richesse. Nous ne devons pas être méprisés, nous devons être rémunérés. Et j'en arrive à quelque chose qui me tient à cœur depuis le confinement. On a à un moment donné mis en avant les premières de corvée. Donc, tout le salariat qui est lié à des entreprises qui sont en plein développement et où l'exploitation capitaliste est du plus brutal qui soit. Je parle de tous les hypermarchés, de toutes ces zones commerciales où il y a un prolétariat précarisé, à bas salaire, à temps partiel, très féminisé. Si on veut redevenir le parti de la classe ouvrière, je pense qu'il faut qu'on y aille là. Il faut qu'on repose la question des salaires, du statut. Moi, j'entends parler de sécurité emploi-formation. J'ai rien contre mes camarades de la CEF, mais je leur réponds, OK, si on parle de sécurité emploi-formation, on fait comment avec les caissières? Comment on s'y met? Comment on y travaille? Comment et j'ai un peu des réponses avec General Electric. Moi, je me suis quand même rendu compte que à mettre quelques communistes ou quelques syndicalistes en contact avec des camarades, ceux de Belfort, mais pas seulement ceux de Belfort, parce que ce que dit pas Muriel, c'est que le deuxième coup de génie, c'est de se dire ces camarades qui sont isolés dans la boîte, mettons-les partout et systématiquement en rapport avec les sections. Le réseau politique General Electric, donc la forme que ça a pris, Muriel n'a pas dit, c'est un réseau qui essaime, qui n'est plus que sur Belfort. Moi, je suis sur Massy, je travaille avec ma section et j'ai une section qui est invitée aux réunions du réseau General Electric.
Et j'ai des camarades de la section qui sont des retraités, qui ont travaillé dans l'industrie, qui me disent enfin on va pouvoir travailler avec une boîte et avoir quelqu'un à l'intérieur. Donc cette idée qu'on a aussi via les moyens modernes informatiques la possibilité de se mettre en réseau et d'avoir une structure qui dépasse le caractère local, qui puisse travailler des questions lourdes, comme on va vers des états généraux de l'énergie quand même, il n'a pas dit ça non plus. On porte des choses politiquement qu'on n'aurait pas pu imaginer sans ce début de bataille. Et ben, ce qui est possible à General Electric, mon avis, c'est que c'est pas anecdotique, General Electric. C'est pas forcément exemplaire. Et je dirais, comme pour la Chine, c'est un objet d'étude. Et puis, je veux conclure mon intervention parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. C'est bien de débattre. J'adore ça et j'ai voulu socialisme en débat et Dieu sait si je l'ai voulu. Mais à un moment donné, le débat, il doit avoir une visée. C'est de rentrer dans l'action. Et si le débat de ce soir peut nous convaincre qu'il faut passer peut-être un peu moins de temps dans les marchés et un peu plus de temps à la porte des usines, si il peut nous convaincre que les campagnes électorales qui viennent sont certes importantes, mais qu'elles se gagneront peut-être plus facilement, comme disait un ancien, j'ai appelé ça il n'y a pas très longtemps, on gagne d'abord l'usine, après on gagne la ville. Et je pense qu'à Belfort, je ne sais pas s'ils gagneront la ville un jour, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de regagner l'usine, et moi, ça me plaît bien, et puis ça m'aide dans mon boulot de syndicaliste, et ça aide mes collègues de travail, et ça me donne de la pêche, et ça me donne envie de continuer à me battre. Écoutez, moi j'ai trouvé que ce soir c'était une discussion intéressante. Ce que je vais dire n'est pas, il faut que personne ne le prenne mal, mais je l'ai trouvé beaucoup plus. Alors il se trouve que j'étais en voiture, je n'ai pas entendu correctement l'introduction de Fanny. Il y avait des coupures et c'était pas terrible. Donc j'ai pris au moment où c'était déjà le débat. Je trouve que par rapport à la semaine dernière et surtout à la d'avant, je trouve que c'est beaucoup plus concret. Je pense que peut-être plus théorique, mais à la fois beaucoup plus concret. Je pense que là, c'est parce que c'est le parti. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Le parti, pour moi, c'est comme parler d'un outil. Quand cet après-midi, j'ai repiqué des petits péchés, si je n'ai que mes mains, je ne pouvais pas travailler la terre. Il a bien fallu que j'utilise des outils. Le parti, pour moi, c'est un outil, c'est-à-dire c'est un outil qui est un outil à la fois de théorie, à la fois de pratique, à la fois de militantisme, à la fois d'humanisme. J'ai beaucoup apprécié l'intervention je m'excuse, je ne retiens pas toujours les prénoms, Santoire, le prénom, du camarade qui est intervenu de Général et qui a travaillé à Général Electric. Moi, je suis un peu dans la même démarche, je dirais personnelle, c'est-à-dire à quel moment j'ai senti que le parti glissait, c'est-à-dire je suis resté au parti communiste, mais à quel moment je n'étais plus à l'aise dans ce parti communiste, et est-ce qu'il fallait que je fasse comme un certain nombre de gens autour de moi, qui étaient militants comme moi, ou qui étaient membres du parti, dans ma famille ou ailleurs, dans les amis, chez des copains, chez des gens qu'on a côtoyés, qui eux ont quitté le parti. J'y suis resté, j'ai pas voulu le quitter non pas parce que j'ai un attachement, qui serait j'ai pas d'attachement. L'attachement que j'ai avec le parti, c'est l'attachement du changement de la société. C'est-à-dire que ce que je partage avec Laurent, c'est la société laquelle je vis aujourd'hui, par rapport à celle quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est la même. C'est-à-dire elle est agréable pour certains, elle est moins agréable pour d'autres, elle est extrêmement désagréable pour eux. On l'a déjà dit dans nos débats, là, l'explosion de la précarité, qui n'est pas due au qu'au Covid, l'explosion de la précarité, de la misère partout qui s'est développée. On le voit, la paupérisation d'une partie de la société. Moi, je ne le vois pas. Je ne fais pas que le voir, camarades. Je le vis autour de moi. Je le vis dans les gens que je côtoie. Ceux qui dépendent du secours populaire pour manger, ceux qui dépendent du secours catholique ou d'autres associations. Mais, pour être un peu plus concret, à quel moment je voudrais pas être agressif, hein, je ne fais le procès de personne ici. Mais à quel moment le parti a abandonné certaines choses? Santoire dit, je dis Santoire, je ne me rappelle pas du prénom, hein, je dis camarade Santoire. Laurent. Il dit Laurent, mais voilà, Laurent. Quand Laurent dit, c'est la privatisation des caisses d'épargne, la privatisation des autoroutes. Quand on a privatisé les autoroutes dans le gouvernement
à laquelle participaient Marie-Georges Buffet, Jean-Claude Guessot et les socialistes, ont dans le même temps, les communistes qui militaient à la CGT, qui se sont opposés aux privatisations des autoroutes, ont été traînés devant les tribunaux. Un certain nombre ont été licenciés pour fait de grève et fait d'occupation des péages d'autoroute. Ça, c'est pas moi qui le dis, je l'invente pas. Aujourd'hui, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, camarades, moi, je l'ai vécu ici. J'y suis allé dès le premier jour dans le mouvement des Gilets jaunes. Je voulais pas rester en dehors, je voulais entendre ce qui se disait. Déjà, le premier matin où j'y vais, le premier samedi, qu'est-ce que je vois dans les Gilets jaunes qui étaient Gilets jaunes? Je vois un certain nombre de gens qui n'avaient pas de Gilets jaunes et qui étaient tous des anciens du Parti communiste ou de la CGT. Salut, ça va et tout. Eux, ils avaient perdu leur boulot, ils en avaient plus. Ils étaient devenus ou précaires, ils avaient aligné les petits boulots. Et eux, ils n'étaient pas dans une colère classique, ils étaient dans une colère contre les élus, contre le système, contre un système, mais ne remettent pas en cause le système. Voilà. Mais aussi contre les élus, c'est-à-dire y compris contre les élus de notre parti. Parce que 2002, 95, un immense mouvement de grève en France, avec les cheminots, mais partout dans ce pays, un immense mouvement qui va bloquer le pays pendant la partie de l'hiver. À ce moment-là, Juppé, qui est Premier ministre, ils sont dans la panade avec Chirac. Mais il va falloir qu'il trouve une solution au système capitaliste. Chirac dissout l'Assemblée nationale. Et il y a un gouvernement qui vient des élections législatives qui suivent ce gouvernement. C'est la gauche plurielle qui gagne les élections. Dominique Voynet, qui est aujourd'hui ministre à 10 000 euros par mois, vit au bout du monde, camarades, dans de bonnes conditions. Jean-Claude Guessot est aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont devenus. Et pendant ce temps-là, on va privatiser les services publics en France, privatiser les centres d'appel, les centres des impôts, privatiser les autoroutes, privatiser les caisses d'épargne. Il n'y a jamais eu autant de privatisation, camarades, que sous le gouvernement socialiste avec les communistes. Et en 2002, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'abstention, mais il y a surtout que les gens qui sont des manipulateurs, vont utiliser, et c'est l'extrême droite qui arrive au deuxième tour de la présidentielle. Et là, le parti, camarade, il était mal barré, il était difficile. Je me souviens de la manifestation à Dijon, parce que j'habite pas très loin, je suis en Haute-Saône, mais j'habite pas très loin de Dijon, je suis au sud du département, et ma fille était étudiante en Hippocagne à Dijon. Et elle me dit, il faut venir, ce soir il y a une manif, les étudiants en appellent à manifester dans Dijon. On va à Dijon, camarades. Je rencontre les camarades qui étaient responsables de la fédération de la Côte d'Or à ce moment-là, et je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, qui est-ce qui a amené cette situation-là? C'est pas le parti qui est en cause, c'est l'utilisation qu'on avait fait du parti. Voilà, je partage ce qu'a dit Sampoir. Moi, je vais rester au parti. Je vais pas le quitter. Je ne suis pas amer. J'ai entendu ce qu'a dit la camarade là, qui a été élue dans une des grandes villes de France, là où elle a parlé des jeunes. Non, moi, je pense que en France, il y a une véritable, il y a la possibilité de ne pas accepter le monde dans lequel on vit, de se bagarrer. Mais le parti, il ne faut pas qu'il lâche sur des questions extrêmement importantes. Sur l'industrialisation, quand Muriel elle parle de l'industrialisation de General Electric, camarades, si on ne fait pas de génération de General Electric, une question nationale et ça dans le parti, alors c'est perdu. Ça sera perdu là. Ça sera perdu pour les ingénieurs et pour le reste du monde du travail à General Electric. Moi, j'en suis persuadé. Et c'est ce qui est grave, camarades, c'est qu'il faut qu'il y ait une bataille nationale sur cette question-là. Et alors, elle a commencé avec la venue du secrétaire national à Belfort l'été dernier, enfin l'automne dernier, je sais plus quand. Mais il faut quand même que le parti, il élève la voix sur ces questions-là. Il faut élever la voix, il faut dire des choses, il faut être un parti de proposition, mais il faut élever la voix et dire qu'il y a des intérêts derrière la casse de General Electric. Il y a des gens qui ont des intérêts. Ouais, moi, je voulais reparler, parce que Mireille l'a abordé, mais je voulais reparler des Gilets jaunes, justement.
Parce qu'on avait effectivement fait une rencontre à la section, une rencontre qui n'était pas un long fleuve tranquille, mais franchement, j'étais contente qu'on ait fait cette rencontre. D'abord parce qu'on ne sait jamais quand on fait ça avec des gens où notamment 2 d'entre eux n'avaient sans doute jamais rencontré de communistes, on ne sait jamais comment ça chemine dans la tête des gens. Donc c'est pas parce que la rencontre est difficile que ça chemine pas. Et puis moi, j'avais participé à une de leurs grosses assemblées générales qu'ils avaient fait à côté de Vénissieux, à Fézin. Et moi, je dirais pas qu'ils n'ont pas de sens de classe. Je pense qu'ils savent assez bien où ils sont dans la société. Je pense que c'est plus la question du sens, comment on peut le dire, du sens politique et des repères politiques et de la construction politique. Parce que, par exemple, une des filles qui menait le mouvement à Fézin, enfin une des femmes, hein, elle avait une trentaine d'années, eh bien, elle devait même avoir un peu plus, si je me fie à ce qu'elle dit. Elle nous a quand même expliqué qu'en 2007, elle avait voté Sarkozy et que depuis 2007, elle n'avait plus jamais voté. Et il y avait y compris un gars qui était de Vénissieux en plus, hein, et qui nous a expliqué qu'il n'avait jamais voté et qu'il n'était pas inscrit sur les listes électorales. Donc moi, je pense pas qu'ils aient pas de sens de où ils sont dans la société, mais je pense par contre qu'ils ne voient pas à quoi sert la politique et que nous, les communistes, souvent quand même, ils nous identifient pas, quoi. Ils nous identifient pas comme le parti du peuple. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois avoir leurs limites, mais à la fois nous être aussi modestes quand on les rencontre, quoi. Parce que s'ils sont dans cette situation-là, je dirais dans cet état politique-là, on porte pas tous les malheurs du monde sur la tête, mais on y est un petit peu pour quelque chose quand même. Parce que je pense malgré tout que dans le tournant de la mutation, de ce que moi j'appelle la mutation et que je date au congrès de Martigues, je pense que dans ce moment-là, on a abandonné la classe ouvrière et on a abandonné les catégories populaires. Et c'était même devenu un mauvais mot, un vilain mot. Moi, je me suis fait engueuler par mon secrétaire fédéral dans ces années-là parce que je parlais de lutte de classe et de classe ouvrière. C'était des mots bannis parce qu'on était entièrement tourné effectivement vers les catégories intermédiaires, y compris dans une illusion totale qu'on allait bouffer l'électorat du PS, qui de toute façon, quand il quitte le PS, vu notre état, va plus à droite, en général. Et parce qu'en plus, on a quand même théorisé des choses sur la classe ouvrière pour dire qu'il n'y en avait plus vraiment, quoi. Hein. Et d'ailleurs, quand on écrit des tracts, là, ça commence à revenir, mais pendant très longtemps, on n'a pas su comment on l'écrivait, quoi. Alors, on dit quoi? On dit le peuple, on dit les travailleurs, on dit les salariés, on dit la classe ouvrière. Ben, c'est toutes des questions qui sont devenues très floues dans le parti. Donc, moi, je date les choses là et je pense qu'il y a vraiment eu, à ce moment-là, une volonté de modifier profondément le parti. Je voulais confirmer une chose qui a été dite, et c'est en lien avec nous, le sujet des villes communistes nous intéresse beaucoup parce qu'on y passe pas mal d'énergie. Hein. Et bon, moi, en plus, parce que je suis responsable au quartier populaire, et ben c'est vrai, quoi. Les villes, quand on les a pris, en gros, dans certaines périodes, soit en 34, enfin 34, 36, hein, soit à la Libération, soit parfois encore un petit peu en 71, 72. Dans ces périodes-là, quand on les a pris, on avait les usines. Et c'était des villes ouvrières. Toutes les villes qu'on prenait, pour l'essentiel, étaient des villes ouvrières. Dans une ville comme Vénissieux, on avait Berlier, on avait donc la métallurgie avec Berlier, puis d'autres boîtes, hein, mais c'était la plus grosse. Et on avait la chimie avec Rhône-Poulenc, la Spécia, Maréchal, enfin voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs, quoi. Donc, on était des villes ouvrières et la CGT était forte dans ces usines. Il y avait des bagarres, le parti était identifié et c'est comme ça qu'on a gagné les villes. Et donc, aujourd'hui, on est devant un défi dans nos villes, il faut le mesurer. On est devant un défi incroyable parce qu'il faut garder des villes, et c'est important de les garder, mais il faut garder des villes avec un parti qui est nationalement entre 1 et 3%, en gros.
est dans une situation où c'est considérablement affaibli dans la classe ouvrière et globalement dans le monde du travail, quoi. Donc, pour représenter le défi, il ne faut pas s'imaginer qu'on va y arriver si on ne se reconstruit pas du point de vue du monde du travail, parce que ce serait une illusion de le penser. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand on parle de la classe ouvrière, je pense qu'il faut, et du monde du travail, je pense qu'il faut mesurer aussi ce qu'est la vie de toute une partie de la population. Par exemple, dans les quartiers, un très très grand nombre des femmes travaillent soit comme femmes de ménage, soit comme caissières, soit, et ça je dirais c'est celles finalement qui ont le sentiment d'être le plus loin, soit comme aides-soignantes dans les hôpitaux, quoi. Voilà. Donc, comment on leur parle? Il faut mesurer le nombre de gars dans les quartiers populaires qui travaillent comme agents de sécurité dans les magasins, enfin partout, donc dans des boîtes privées comme agents de sécurité. C'est énorme. Et qui travaillent des fois sur 2 journées comme agents de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont 2 boulots. Hein. Voilà, je dis ça parce que quand on pense au monde du travail d'aujourd'hui, il faut aussi penser à tout cela. Et c'est des gens, ils savent, enfin, par exemple, les agents de sécurité, on peut avoir le sentiment que c'est des mecs de droite, désagréables et tout, mais c'est pas du tout le cas. C'est des mecs qui savent très bien ils sont y compris assez durs dans leur rapport avec les autres, parce que c'est quand même des gens moi j'en ai côtoyé pas mal pour des raisons professionnelles, mais c'est quand même des gens pour accéder à un niveau de vie qui leur paraît correct, pour fuir y compris la cité et se retrouver dans une vie qu'ils pensent être normale, si vous voulez, parce qu'ils identifient la cité quand même comme un endroit où c'est pas une vie, quoi. Ben, c'est quand même des gens qui travaillent, qui font des doubles journées, quoi. Donc il faut mesurer ça, y compris le regard qu'ils ont après, par exemple dans les cités, sur ceux qui font les cons, quoi, parce que eux, ils travaillent double journée. Donc, je pense que ça serait bien, et je m'arrête là, je pense que ça serait bien que le parti se retourne vers toute cette partie de la population et sache qu'elle existe, quoi. Parce que là, on est à 1000 kilomètres au-dessus, hein, la plupart du temps. Pas là ce soir, hein, là dans le parti. Chers camarades, j'aimerais d'abord vous remercier pour la tenue de ce débat. On m'a confié la tâche difficile de faire les conclusions du débat d'aujourd'hui. C'est une tâche d'autant plus difficile que celui-ci est le dernier d'une série de débats et qu'il convient d'en faire le bilan. Mais ce n'est certainement pas le dernier débat que nous organisons. Le débat de ce soir constitue l'achèvement de nos 3 conférences débats qui font suite au grand débat du 6 novembre avec Laurent Brun et Rémi Herrera. Ces 4 moments constituent un cycle cohérent. Le grand débat du 6 novembre s'est ouvert sur la question de la nature de la rupture qu'impose la crise du capitalisme et a débouché sur l'idée qu'il fallait réaffirmer la nécessité du socialisme, mais qu'il fallait développer un contenu au socialisme qui soit propre à la France du XXIe siècle. La première conférence débat sur le socialisme chinois a approfondi cette idée. La Chine ne saurait constituer un modèle pour le socialisme à la française, mais doit être un objet d'étude, car le socialisme chinois offre à la réflexion de nouvelles idées, de nouveaux outils qui viennent enrichir la réflexion marxiste. La seconde conférence débat, elle, a porté sur un élément ponctuel, propre à la France. Si l'on doit affirmer notre volonté de construire le socialisme, peut-on le faire sans rompre avec l'Union européenne? Et si l'on rompt avec l'Union européenne, sera-t-il possible de construire le socialisme dans un seul pays, en l'occurrence la France? Au-delà de ces questions théoriques et stratégiques, le débat a aussi rappelé que, de toute manière, pour l'heure, nous n'avons la force ni de rompre avec l'Union européenne, ni de la transformer, car, hélas, le parti est faible à ce jour. Et que l'enjeu premier est de le réarmer, de l'ancrer dans les luttes, et plus largement dans un monde du travail en transformation. D'où le débat de ce soir. À mes yeux, ce débat est probablement l'un des plus importants que nous ayons
organisé. La question est centrale. La décision du 38e congrès de remettre l'entreprise au centre de l'activité du parti a aussi été rappelée. On voit néanmoins à quel point cela est complexe et qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre le problème. Comment remettre un pied dans les entreprises? Est-ce par la structure cellule ou faut-il inventer de nouvelles structures comme le réseau communiste de General Electric dont parlaient Muriel et Laurent? Plus largement, cela pose la question de pour qui nous battons-nous avant tout? Fanny a bien rappelé l'unité du monde du travail, unie par l'exploitation capitaliste, dominée par les grands groupes. Le monde a changé, les technologies ont changé, mais la nature monopolistique du capital, elle, n'a pas changé. Elle s'est même approfondie, étendue de par le monde, de sorte que les intérêts des travailleurs et des travailleuses sont de plus en plus communs, car si l'on remonte la chaîne de production, ce sont le même petit nombre de groupes, le même petit nombre de capitalistes qui les oppriment et les exploitent. C'est un point crucial de l'exposé de Fanny. Il nous faut détruire le mythe du petit patron. Nous serons plus forts si nous pouvons pointer nos ennemis, et nos ennemis, ce sont les groupes. Les travailleurs et les travailleuses peuvent avoir de la sympathie pour leur petit patron. Personne n'a la moindre sympathie pour Auchan, LVMH, General Electric et derrière les fonds de pension, les grandes banques d'affaires, la famille Muliez ou Bernard Arnault. Pour toutes ces capitalistes qui les détiennent, les dirigent et extorquent la plus-value créée par le travail, personne n'a la moindre sympathie. Nous devons être capables de dire aux travailleurs et aux travailleuses, dans les usines, dans les bureaux, sur les marchés, mais camarade, le petit patron de ta PME dont tu me parles et dont tu me dis qu'il souffre, ce n'est pas un patron, c'est le valet d'un grand groupe détenu par de grands capitalistes. Notre ennemi, ce sont ces grands groupes, pas le petit boulanger du coin. Si nous prenions la maîtrise publique et sociale des 100, 200 plus grands groupes, c'est 75% de l'économie que nous libérions de la ponction du capital. C'est toi, c'est moi, c'est même ton petit patron, qui n'est en fait qu'un rouage administrant un système qui ne lui appartient pas. Que ce soit l'État ou les grands groupes monopolistes, pour ton petit patron, ça ne change rien. Ou si, l'État, géré dans les intérêts du peuple, au moins, le pressurera moins de faire remonter la plus-value au sommet. Les groupes sont de plus en plus gros, mais les entreprises et les lieux de travail de plus en plus éclatés. Nous avons souvent un malaise quand il s'agit de nous réimplanter dans les entreprises. Nous sommes tous et toutes pour dans l'absolu, mais concrètement, quand il s'agit de déterminer le champ d'action du parti par rapport aux organisations syndicales, nous sommes plus mal à l'aise. Il y a un consensus pour dire que le parti ne doit pas être un super syndicat, selon le terme qui est revenu plusieurs fois dans la soirée. Le rôle du parti est alors peut-être celui de souligner le rôle des groupes, du capital, davantage que d'affronter les directions de sites ou même d'entreprises. C'est aussi une vraie plus-value que peut avoir le parti tant il est difficile pour les organisations syndicales de lier les salariés d'un même groupe, d'une même filière, tous ensemble. Affirmer l'unité des travailleurs, qu'ils forment une classe en soi, ne signifie cependant pas que certaines fractions du peuple ne soient pas davantage motrices. Notre parti aussi vit dans une économie de la rareté. Nos ressources sont limitées et nous devons choisir sur quelles fractions nous les concentrons. C'est en tout cas comme ça que j'interprète l'échange qui a eu lieu ce soir sur les Gilets jaunes. Le travail du parti est à la fois d'élever la conscience de classe globale dans la société et, dans le même temps, de transformer les masses mobilisées en masses révolutionnaires. Au cours de ces dernières semaines, il a souvent été dit que notre parti souffrait du manque de débats théoriques. Je crois que c'est à la fois vrai et faux. Les débats théoriques ont bien lieu, mais les différentes positions ne se parlent guère. Et souvent, les débats théoriques servent aussi à ne pas avoir le débat sur l'organisation. Il nous faut des débats théoriques, mais nous devons aussi retrouver ce qui a fait la grandeur du Parti communiste, la science de l'organisation. L'ensemble des débats que nous avons eus au cours de ces dernières semaines ont été d'une grande tenue, celui de ce soir particulièrement. Surtout, il a commencé modestement, mais néanmoins réellement, à lier les questions théoriques et les questions organisationnelles. C'est ce que nous devons approfondir. Nous,
Socialisme en débat, sommes fiers d'avoir offert un cadre qui met sur un même pied des secrétaires de section, de fédération, des membres de la direction nationale et des militantes et militants sans responsabilité dans le parti, sinon la plus importante de toutes, le faire vivre au quotidien, dans la rue, dans les entreprises, dans leur foyer, auprès de leurs proches, etc. Nous sommes les premiers, cependant, à reconnaître que l'ensemble des opinions du parti réel n'ont pas été exprimées lors de ces débats. Nous relevons que nombre de camarades écoutent nos débats, que les vidéos que nous en tirons circulent, mais qu'un nombre réduit de camarades prennent la parole. Il ne s'agit cependant pas de le déplorer. Cela dit aussi quelque chose de l'état réel du parti et de la nécessité urgente de rétablir une culture du débat, y compris une culture du débat contradictoire, voire conflictuelle. Ce n'est pas manquer de fraternité que d'exprimer un conflit, mais nous avons perdu cette culture. C'est une des causes, à mon sens, qui font que les divergences s'ossifient. Les camarades d'accord entre eux débattent entre eux. Ceux qui sont en désaccord ne viennent pas, ou se taisent, et discutent entre eux dans leur coin où les premiers sont absents ou se taisent. C'est pour ça que nous invitons à se saisir de ces débats, à faire circuler les vidéos que nous en tirons, les textes des interventions que nous vous envoyons. Je remercie d'ailleurs les quelques personnes qui se mobilisent pour retranscrire ces interventions ou monter les vidéos. Il faut reprendre ces débats, pas pour faire du prosélytisme, mais aussi pour engager le débat dans le parti, aussi pour susciter des réponses, y compris des réponses véhémentes. Il faut retrouver cette culture. C'est ce que, en tout cas, nous avons essayé de faire à notre niveau. Nous espérons pouvoir reprendre en janvier l'organisation de débats. Nous espérons que le confinement sera levé et qu'il sera possible de se réunir dans les sections et les fédérations pour suivre ces débats, y participer et les continuer entre camarades au niveau de la section, de la fédération, qui sont les lieux légitimes pour les avoir. La situation sanitaire étant ce qu'elle est, très peu de sections ont pu organiser des retransmissions ces dernières semaines. Je salue néanmoins celles qui l'ont fait, à commencer par celle de Vitry ou de Vénissieux, celle de Vitry par exemple, qui a organisé une retransmission des 4 débats. Que des camarades, que des sections se soient saisis de ces débats comme des moments à la fois d'échange, de formation et de fraternité ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons qu'espérer que ces débats contribueront modestement à leur place à ce que les communistes se réapproprient leur parti, les lieux de celui-ci, et que ceux-ci soient des lieux de vie, d'échange, de conflit même, mais toujours de fraternité. Comme vous le savez toutes et tous, et comme cela a été rappelé dans le débat, un nouveau congrès devrait s'ouvrir en 2021. Le précédent congrès a largement porté sur des questions de fond. Comme nous avons pu le rappeler dans des débats précédents, tous ces débats ne sont pas encore clos, ni parfaitement aboutis. Néanmoins, et cela n'engagera que moi, il me semble que ce soir a montré la vivacité des questions d'organisation qui, au demeurant, n'étaient pas absentes du 38e congrès. Il ne nous appartient pas ici de nous substituer aux instances légitimes du parti, mais je crois qu'il importe dans cette période de nourrir de toutes les manières possibles la réflexion sur les 2 jambes du parti que sont l'organisation et la théorie le plus élevée. J'ai fait, moi, le débat sur la Chine, l'intervention liminaire à ce débat. Donc, j'aimerais aujourd'hui terminer par une citation du camarade Xi Jinping qui résume cette idée. « Les idéaux révolutionnaires sont plus hauts que le ciel. Sans idéaux élevés, vous n'atteignez pas les standards d'un membre du Parti communiste. Pourtant, ceux qui abandonnent leur travail dans le monde réel pour prêcher en vain ces idéaux n'atteignent pas non plus ces standards. C'est ce que nous devons faire. Réfléchir aux idéaux les plus hauts, mais aussi les diffuser par un travail réel, concret, tous les jours, avec les militantes et les militants de ce que nous appelons le parti profond, que nous devons davantage impliquer à son tour dans ces débats pour renforcer leur action concrète et quotidienne.